tous, c'est un plaisir d'être parmi vous. Euh, un honneur aussi pour moi, en tant que chirurgien, de partager la scène avec deux grands euh, médecins de l'écosystème du sport mondial. Mon ami, le docteur Christophe Baudot, directeur médical à la Fédération royale marocaine de football, et le docteur Peter Doug, qui nous vient de Doha et qui est directeur médical à l'hôpital Aspetar, qui est aujourd'hui une référence mondiale. Aujourd'hui, dans ce panel que j'ai la chance de modérer et de co-animer avec mes confrères, on veut parler de quelque chose aujourd'hui qui fait débat. C'est comment faire la balance entre une médecine ou une offre de soins d'expertise et la performance. Nous, on aime bien parler d'abord et définir le concept. On part toujours d'un principe et on veut se dire d'abord c'est quoi la médecine du sport qui reste un peu inconnue. Dans des pays, c'est une spécialité, dans d'autres non. Mais nous, dans le sport, elle est nécessaire. Aujourd'hui, on ne peut pas tendre à un développement de cette pratique sans vraiment inclure un développement périn de cette spécialité. Donc, quand on parle de médecine du sport, c'est tout d'abord la promotion de l'activité physique, la prévention, le diagnostic et aussi la prise en charge médico-chirurgicale et la réhabilitation des athlètes. Aujourd'hui, on ne va pas parler de médecine du sport dans son sens large, mais on va parler de performance. On va d'abord commencer avec mon ami Peter, qui va nous parler de son expérience au Qatar, de comment ils ont réussi le challenge d'organiser sur le plan médical la Coupe du Monde 2022 comme le dernier événement majeur et aussi comment vous avez réussi le challenge d'organiser l'ensemble de cette compétition sur un territoire aussi restreint. Well, thank you, Yunus, and it's a pleasure to join you here in the beautiful Rabat. When you talk about major sports events from a medical coverage point of view, the best thing that we've learned is that you look at the ecosystem itself. What are the needs? What is the possibility? What's the environment? Example, when you look at Qatar World Cup football, you look at basically a World Cup held in a city, not in a country, where the city of Doha hosts 32 teams. Now, if you're being the provider or the hospital of a major sports event and these 32 teams are in your city, that is a whole different ball game than when you disperse your teams over the different cities in the country. So every time look at the ecosystem because that's how you're going to have to manage it. And it's always different. The Olympics, the World Cups, and all the other events. So with that, the best thing to do is instead of just bringing experts together is to listen. I've learned that obviously communication is key, but that's a cliche. But when you host 32 teams and you want to provide them with the best, you make sure that in your center, everything is top, from the facilities to the material to the experts available, top. But that's what you're supposed to do. The question is, what can you do to facilitate? Because when you have 32 teams coming to your center, you have 32 different team physicians or medical staff with different needs. Different players need different things. So when you want to prepare for that, you communicate. You invite them in advance and you listen. Because when you hear what they need, you can prepare even better. And it's very different to what you think they might need to what they really need. And that's a lesson we've learned for major sports events. It's that every medical staff has its own experience, top people available, and basically you are a facilitator. You don't tell them what to do because you don't need to.
They need you to facilitate what they need for their players. And that's a whole different thing. And it's a very difficult exercise for many of the team physicians at the host center, because you're facilitating. And by communicating, by listening, you know that this team needs hyperbaric oxygen because the players need it for recovery. This team needs ice baths. This team needs specific pharmacy conditions, and so on. And instead of just delivering it them with all their particular needs, which you can't deliver 32 ice baths to all the teams. What you can do is create a recovery center. And we might talk about that a bit later. But by listening, you learn and you facilitate. And we've changed it into 3 different topics. We've done the polyclinic, which is what normal hospitals do. We had to tailor to satellite clinics as well. We delivered 16 satellite clinics in stadiums, fan fest competitions, FIFA Legend competitions, and so on. And then we also thought, why don't we, by listening to the team physicians, create something totally new and present it to FIFA for approval? And they were okay with it, but didn't see the real value of it until the return came. And that was called the Recovery Center, where we added all what the team physicians need. And instead of giving it to disperse them, we brought it together and gave every team a single slot. And you might be surprised, and maybe it's not a coincidence, but there's 3 teams that used our recovery center almost every day. You know which teams it was? Je suppose le Maroc. It was Qatar, the host. It was Morocco, and it was Australia. Now, when you look at which teams did historically never better in a World Cup than the Qatar World Cup, it was for sure not Qatar. It was Morocco and it was Australia. They never historically did better. I'm not saying that it's because of the recovery center, obviously, but maybe it's not a coincidence that if you listen to what players need, that you get that return. And on top of that, apart from recovery center, tournaments around the stadiums and so on, it's also about the hospital, and you have to provide what the team physicians need. And a last thing on that question, when you listen to the team physicians, they say sometimes we're in trouble. We have a player that we need to deal with, but another player needs an MRI, and we can't be in both sides. So what we did is use AI algorithms in radiology and made sure that a player who went to the radiology came back, and the return was that the team physician received the report in visual, in writing, in their own language within the hour. So these are the things you try to do. Medical part, performance part is all great, but the whole world can do that. But what do they really need in that ecosystem point of view? And by listening to them, you try to facilitate with what you have and take it to the next level. Merci, cher ami, pour ton retour d'expérience concernant cette Coupe du Monde, sur l'organisation, sur le plan opérationnel, sur le plan médical. C'était un succès. Nous, de notre côté, sur le plan médical, pour les futures échéances, notamment la Coupe du Monde 2030, on a mis en place une stratégie médicale pour répondre aux besoins des médecins d'équipe. Comme tu l'as dit, ça reste les personnes à satisfaire. Docteur Bodo va aussi pouvoir échanger avec nous sur comment lui, en tant que médecin d'équipe, il gère au quotidien son staff et comment il fait la balance entre l'offre de soins et la performance au niveau d'une compétition majeure. Donc on aura les 2 points de vue avant de peut-être après discuter de la stratégie marocaine et aussi des leçons à retenir du Qatar en marge de la Coupe du Monde 2030 au Maroc. Oui, merci Younes. Moi, je suis très heureux d'avoir été invité au World Football Summit. C'est vraiment très impressionnant quand on arrive, on voit cette organisation. Alors effectivement, en tant que médecin de club à l'époque de la Coupe du Monde, j'ai pu aussi bénéficier des infrastructures qu'avaient mises en place Aspetar et l'organisation FIFA pour la Coupe du Monde au Qatar,
parce qu'on avait juste 16 joueurs du Paris Saint-Germain qui participaient à la Coupe du Monde. Donc c'est beaucoup. Donc j'ai pu bénéficier aussi des allers-retours pour voir les infrastructures et surtout les process qui étaient, à mon avis, excellents sur la Coupe du Monde. Alors après, quand on parle de performance, effectivement, le médecin du sport, il est aujourd'hui face à plusieurs défis. Bon, la formation de la médecine du sport aujourd'hui, comme tu l'as dit, Younes, elle est assez vaste. Mais un médecin du sport aujourd'hui doit s'adapter à un horizon qui est extrêmement large pour apporter le meilleur service à un joueur et à une équipe. Parce que le football, c'est une somme d'individus qui jouent en équipe. Donc il y a la prise en charge de l'individu et faire en sorte qu'il puisse s'intégrer dans un collectif. Et c'est ça qui fait tout le charme de la performance dans le football. Le médecin du sport, il doit être capable de faire des diagnostics, c'est son métier, des diagnostics qui sont précis, de faire de la prévention. Il doit être capable de mettre en place des process de rééducation, mais il doit être aussi capable de comprendre ce que attend le coach d'un sportif en individuel et en collectif. Et il doit être aussi capable de comprendre l'enjeu des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies aujourd'hui, on en parle beaucoup. On parle de l'intelligence artificielle, on parle de réalité augmentée, mais je pense que le médecin du sport, il doit comprendre cet environnement et quand il crée, il a la chance de pouvoir participer à une cellule performance, il faut qu'il puisse s'entourer de personnes qui sont expertes dans le domaine. Mais encore une fois, il faut être comme un chef d'orchestre. Il faut bien que ces gens puissent parler entre eux au service d'un objectif qui doit être précis. C'est-à-dire, par exemple pour nous au Maroc aujourd'hui, nos dirigeants nous donnent des directions et nous, on doit être capable de savoir quels sont les outils qu'on va utiliser pour rendre la performance meilleure. Ce n'est pas une performance seulement pour un match. La performance, ça doit être sustainable, ça doit être quelque chose qui donne une identité à un club, une identité à une fédération. C'est les outils qui sont mis en place, les process qui sont mis en place pour que la performance reste un outil, notamment un outil pour la fédération, et que ça puisse rester pérenne dans le temps. Parce que le problème, c'est le temps. C'est de maintenir une performance à très haut niveau dans le temps. Et pour ça, il faut des gens qui, tous les jours, sont capables d'avoir le même process, la même méthodologie, et c'est ça qui est passionnant. Donc quand tu parlais effectivement de la médecine du sport, moi j'ai la chance de pouvoir avoir été accueilli ici au sein de la fédération, d'avoir des moyens qui sont assez exceptionnels, et avec ces moyens exceptionnels, il faut créer des process. J'ai aussi la chance de côtoyer des gens avec de grandes capacités au Maroc. Et si tu me parles de performance, je te dirais que on a un panel autour de la médecine qui est la préparation mentale, la nutrition. On a des capacités d'augmenter la récupération post-entraînement, post-match. Tout ça, on a les outils ici. Et vraiment, moi, je suis très heureux de pouvoir participer et de monter dans ce train ici au Maroc qui est c'est extrêmement plaisant pour un médecin du sport qui est depuis de très nombreuses années inclus dans une réflexion de performance à très haut niveau et d'excellence. J'ai des amis qui sont ici aujourd'hui pour écouter notre conférence. Et ce que je peux dire, c'est que les outils qui sont mis en place doivent être aussi des outils humains, parce qu'il y a quelque chose qui est fondamental pour les joueurs. Les joueurs, aujourd'hui, on est capable de traquer tout ce qui se passe sur le terrain avec des GPS, avec des appareils de glycémie, avec des appareils de sudation. On est capable de modifier même en permanence, en temps réel, la natrémie, la kaliémie d'un joueur. On est capable de modifier beaucoup de choses. Et ce qui est très important, quand vous verrez, il y a des publications qui ont été faites, la communication avec le staff est capitale. Si on crée un environnement scientifique très élaboré, mais qu'on n'est pas capable de communiquer avec le staff, c'est très difficile. Il faut vraiment que l'information soit distribuée de façon facile et intelligente, et il faut aussi des joueurs qui sont impliqués. Parce que ce qui fait les grandes fédérations, ce qui fait les grands clubs, c'est aussi l'esprit qu'elles dégagent,
l'ambiance qui règne dans ces clubs, qui règne dans ces fédérations, à la fois cette décontraction, mais cette réelle volonté d'aller loin. Et on peut créer des outils, mais il faut savoir que les outils doivent être bien utilisés tous les jours, et de façon, c'est cette rigueur qui donne la performance, parce que la victoire, à la fin, n'est que le résultat de toutes ces choses qui sont mises en place. La victoire n'est qu'un aboutissement. Le très important, c'est le chemin. Et je ne vais pas vous parler d'intelligence artificielle, je ne vais pas vous parler des technologies parce que je les connais, mais j'ai des spécialistes comme ça là qui sont là. Et en fait, quand je vois tous les gens qui nous aident pour la fédération, moi, ce que je souhaite, c'est travailler encore plus avec eux. Comme tu l'as dit, Younes, on a un environnement qui est incroyable. Mais il ne faut pas oublier le facteur humain. Le facteur humain, il est prépondérant dans l'usage de ces technologies, parce qu'à la fin, c'est un coach, des joueurs qui sont ensemble. On doit apporter un maximum de choses pour que les joueurs soient au top, à la fois physiquement, mentalement, dans tous les aspects. Mais je pense que les fédérations et les clubs aujourd'hui doivent avoir des systèmes de performance qui sont identifiés pour le club et pour la fédération. C'est un système identitaire. Voilà ce que je voulais dire pour répondre à ta question, Younes. Merci. Alors, merci pour ta réponse. Pour revenir un peu au sujet et te redonner la parole, Peter, il était aussi question d'exposer la stratégie qu'on a décidé de mettre en place ici au Maroc pour cette Coupe du Monde 2030. Donc, suite aux orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, le Maroc a décidé de mettre en place une stratégie multidimensionnelle pour vraiment répondre à ces défis. Aux défis auxquels vous avez réussi avec brio lors de la Coupe du Monde du Qatar. Donc nous, on a raisonné en 3 grands axes principaux. Le premier, c'est l'infrastructure. Donc on s'est dit aujourd'hui, il faut des infrastructures de médecine et de chirurgie du sport de pointe. Donc on s'est dit, on va mettre en place 3 cliniques du sport afin de répondre déjà à ce besoin. Donc il y a la première clinique du sport qui va être inaugurée à la fin de l'année 2025 ici à Rabat, une deuxième à Ben Slimane, à côté du Grand Stade, et une troisième à Tarazout, au niveau de la station balnéaire, qui se veut aussi une nouvelle destination médico-sportive dans les années à venir. On s'est aussi posé la question et on a pensé aux villes qui ne vont pas accueillir la Coupe du Monde. Donc on s'est dit, pourquoi pas ne pas mettre un centre africain de rééducation sportive à Dakhla. Donc pour aujourd'hui faire bénéficier un peu toutes les villes du royaume du rayonnement de la Coupe du Monde 2030. Après, on est parti à une deuxième problématique qu'a évoquée aujourd'hui Christophe. Donc, dans un staff, c'est bien d'avoir un staff, mais c'est mieux d'avoir un staff bien formé. Donc, on s'est posé la question de la formation. Donc, on a mis en place des formations de pointe, des diplômes universitaires de médecine du football et des diplômes universitaires par hyperspécialité. Donc, des diplômes pour le genou, pour la cheville, pour des masters de performance, la nutrition. Donc, vraiment, on a essayé d'avoir un scope le plus large possible pour mener à bien notre mission. Après, on s'est dit, pour pousser la chose et la performance, parce que vous le savez mieux que moi, et quand on parle de médecine et de performance, c'est pas statique. C'est quelque chose qui n'est pas figé. Et on veut toujours plus et on veut toujours mieux. Donc on doit vraiment prendre en considération la recherche et l'innovation. Donc ça, c'est aujourd'hui des thématiques que nous, on essaie de développer au quotidien au Maroc pour mener vraiment à bien cette mission. Donc aujourd'hui, on va avoir les infrastructures, on va avoir l'humain. Mais moi, ma vraie question, c'est sur le plan opérationnel aujourd'hui. Là, on a eu ton point de vue de comment vous l'avez géré sur le plan infrastructure et comment vous l'avez géré au quotidien d'un point de vue hospitalier. Donc, je pense que nos deux visions vont tendre à se rapprocher parce que c'est un peu la même chose. On va offrir des structures de soins pour le grand public et aussi on va avoir des structures de soins dédiées aux athlètes pour rester dans la performance et avoir une offre de soins d'excellence. On va aussi avoir au quotidien, dans nos stades, des structures dédiées pour les publics.
Mais aujourd'hui, ma vraie question, c'est comment vous l'avez géré dans les stades? Aujourd'hui, on avait vu comment, au sein d'un groupe, Christophe, il gère ça, cette balance entre la médecine, une offre de soins d'excellence et la performance. On l'a vu dans un hôpital. Moi, ma vraie question, c'est comment vous l'avez fait dans les stades pour le gérer? So when we talk about medical coverage in a stadium for a major sports event, maybe we can bounce the ball back to the audience first with a question. Qui a déjà vu ou participé à un match de World Cup du football en personne? Who ever attended in person a World Cup match? Je pense on a un champion du monde de la dernière Coupe du Monde féminine, donc je pense que il peut lever la main et tu peux en être fier, mon ami. Well, congratulations. Because when we talk about medical provision, we control that, right? But the moment you enter a stadium, let's say a FIFA competition stadium, you enter a whole other world. We always joke, we say the spectators, they watch the stadium and the glorious part of it and the pitches and the whole ambience. And it's just strikingly amazing and vibrant. When we, after the World Cup, look at a stadium, we look at like an architect at the blueprint. It's a city. It's a city. And with that, you have to realize one thing. The moment you enter the perimeter of a stadium, you enter FIFA land. You enter IOC land. You don't control it. You're part of that team. Everything outside you control. Everything inside you need to team up with. So when you start from up to down, you work with the leader of FIFA, who's the director of all that is much more than medical. It's operational, it's marketing, it's TV, it's everything. So you're a part of that team. And with that, you always have the FIFA person and the shadow person of the local organizing committee. That's very important to know because that's how it works. And that's how you should follow that algorithm because that's the blueprint of that competition. And then you make sure that, again, you listen, but especially you facilitate. Red Cross, where you put the ambulances, a sudden cardiac death in the audience or on the pitch, a concussion. These are the major things that need instant decision making. And all cameras of the world are on it. So there's no chance you can just say, we'll figure it out. This is simulation. This is high performance team training. And this is repetition. You have to keep doing it. And then you have, of course, the doping controls and so on. So fast track recurrent referrals to the particular hospitals. One hospital is a trauma hospital, the other one is the neurological one, the other one is a pediatric one, and so on. So ambulances, referrals to the right stadium, hospital referral centers, and especially creating fast-track communication and fast-track entries, because that's what you need. And if you then listen instead of just facilitating, you listen especially also to the players. Because in the end, it's these 22 players on the pitch and the referees that make that magic happen. And we should never underestimate that. And when I listen to players, you also learn a lot on what are the real needs. So in summary, you enter a whole new world, you're part of it, and you collaborate with people from within your team from 40 nationalities with different experiences, and you have to make that mayonnaise glue. And how do you do that? To make sure that you simulate, you do repetitions, and especially that you create that football environment. What we did is make sure our teams were divided by 11 different posts in the stadium. And whether it's in the players' field, in the doping control, or on the stadium environments with all the AEDs available, we created an 11 team that is the football pitch, and that has everybody with its role and responsibilities. Some are the strikers who have to act fast, some are the defenders and the goalkeepers who have to make sure everything's solid, and so on. So we created that kind of sport-specific team collaboration. Merci. Christophe, moi je voulais revenir vers toi. Donc en tant que médecin d'équipe, on va dire, même si tu es aujourd'hui directeur médical à la Fédération royale marocaine de football, tu occupes les deux fonctions. Pour toi, lors d'un événement majeur, et tu as eu l'opportunité de faire la Ligue des Champions, de faire la Coupe d'Afrique, quel est le rôle
et quelles sont les interactions, on va dire, euh, avec la structure médicale du stade. Ah, alors oui, quand un médecin accompagne son équipe, et là on l'a vu avec Peter, il doit connaître son environnement. Et par exemple, la première chose qu'on avait faite quand on est allé en Côte d'Ivoire, c'est voir l'environnement hospitalier, c'est les structures euh, de recul, les radios, l'IRM, quels sont les spécialistes qui sont autour, parce que malheureusement on peut en avoir besoin, quels sont les spécialistes qui sont autour du stade, mais quelles sont les voies les plus accessibles pour évacuer des blessés. Ça, c'est le rôle fondamental. Alors effectivement, la première chose qu'on fait, c'est s'occuper de son propre staff de façon à optimiser la prévention. Ça, c'est clair, mais des problèmes peuvent arriver. Moi, ce que j'ai trouvé très bien pour la Coupe d'Afrique, c'est que lorsqu'on est arrivé sur place, on a eu des messages qui nous disaient, voilà, vous aurez un médecin qui sera votre référent, et si vous avez quelques problèmes, vous pouvez le contacter. Alors, il faut se dire que parfois en Champions League, on a plus de problèmes parce que les clubs, eux, font cette démarche de façon individuelle. C'est les clubs qui démarchent la structure dans la ville dans laquelle ils vont jouer. Pourquoi? Parce que, comme le dit Peter, on a des habitudes, on a des choses qu'on fait un peu différemment, et chaque club a des process qui sont un peu différents. Quand on va jouer à Munich, on n'a pas la même clinique que quand le Real Madrid va jouer. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est de tout prévoir. Ça fait partie du rôle médical, c'est de prévoir l'imprévu. Alors, c'est pas facile. Toujours avoir anticiper ce qui peut se passer. Et sincèrement, quand tu parlais des infrastructures ici au Maroc qui vont accompagner la venue des équipes pour la Coupe d'Afrique féminine au mois de juillet, la Coupe d'Afrique masculine au mois de décembre. On a déjà les Coupes d'Afrique des U17 en ce moment. Je vois effectivement un développement des process qui est excellent sur l'accueil des équipes et sur les capacités de réaliser des examens en cas de problème. Ça, je dirais que c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est rassurant pour les médecins d'équipe de club ou d'équipe nationale. Donc, je pense que les choses sont un peu claires. Tu le vis toi au quotidien. Pour, euh, pour notre volonté, nous au Maroc, d'aller vers la performance, Peter, tout ce que tu me dis là sur le stade, comment vous gérez, nous on s'est posé aussi cette question. Donc on a voulu un peu gagner du temps et on s'est rapproché de la FIFA pour voir aujourd'hui quels sont les protocoles. Donc aujourd'hui, on a initié, on va dire, repéré des médecins du sport, des urgentistes, des médecins qui sont de l'écosystème du football marocain ou du sport marocain de manière générale, et on les a formés au protocole FIFA. Donc tout ce que tu nous dis aujourd'hui, parce qu'on sait aujourd'hui qu'au Maroc, il y a une série d'événements qui doivent nous faire arriver en 2030 dans les meilleures conditions. Donc aujourd'hui, il faut que nos équipes, nos staffs médicaux performent. Donc aujourd'hui, on veut les former au quotidien. Nous avons eu la chance aujourd'hui, en partenariat avec la Fédération royale marocaine de football et la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, de réaliser le premier cours pour les urgences terrain au Maroc et en Afrique, pour des médecins marocains et des médecins des pays amis des fédérations de football de la CAF. Cette première expérience nous a montré qu'il y a des lacunes. Quand je parle de lacunes, c'est pas des lacunes scientifiques, parce que un médecin, où que tu ailles dans le monde, c'est un médecin. Mais aujourd'hui, un médecin qui a touché au haut niveau, un médecin qui a performé au haut niveau, on a des difficultés, parce qu'on veut cette exigence. Et aujourd'hui, avec des staffs qui sont de plus en plus exigeants, avec des présidents de clubs, des présidents de fédérations qui sont aussi de plus en plus exigeants, je voulais avoir ton avis pour clôturer un peu ce panel. Est-ce qu'il y a des leçons à retenir de la Coupe du Monde 2030, de la Coupe du Monde 2022
qu'on devrait envisager et prendre en considération pour la Coupe du Monde au Maroc en 2030? Sur le plan médical, sur le plan des infrastructures, sur le plan de la formation, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pu retenir? Quels sont les enseignements de la Coupe du Monde 2022 au Qatar? Well, in the interest of time, I would say one line. Prepare for something you can't prepare for. What does that mean? We have so many stories. We have so much experience with our team, and still we had to manage short notice to a lot of things. And that's the fun part of it. Now, quickly, security. You can have everything set in place, but the country prepares for the security. If a player needs to enter a perimeter, you can't communicate with them. You have to be prepared to have the leaders of the security in your portfolio to make sure you communicate directly so that there's no problem there. Second, confidentiality corridors. At a certain moment, we had 4 of the best players in the world in our house, all wanting an MRI, and they couldn't know from each other that they were there. Now that's a challenge. And third, when you look at the injury rate of these 3 weeks of elite football, you would expect during the qualifications that the injury rate goes up, more games, and then gradually the qualifiers stop, and then through the quarterfinals, semifinals, final, it goes down. Now there was one peak of the same rate as the beginning of injuries, and that was just before the final. You know why? That was because FIFA organizes FIFA Legends competitions. And suddenly the Ronaldos from Brazil play against the Maldinis from Italy, and they still think they're 20 years younger. And we saw a massive tsunami of injuries during these 2 competitions. So prepare for something you can't prepare for and try to manage. That's basically it. Now, the last thing is that we can, as medical people, we know from research, and I'm sure Christophe has much more experience on that, is that every player in a tournament needs 3 days of recoup to recover. Now you don't have that, especially in the Qatar one. You had 27 days for the whole tournament. So injury rates, you can discuss that, but recovery rates you can. Players are players; they're not robots. So when you look at the previous talk, it's about the sports business model. We have to realize as medical people that we can't keep saying, no, we can't do it. We have to change competition, because the whole business model is set to games and more competitions. You can see that every time. So we have to find a balance there, spread the medical message, but also understand that it's a business that keeps everybody alive. And with that, I think that's a major challenge for the medical population, to see how we're going to manage that in communication with the coaching staff. And these are the lessons learned from our side. Je pense qu'il est temps de clôturer ce panel. En tout cas, je tenais à te remercier, Peter. C'est toujours un plaisir. En tant que jeune chirurgien, c'est aussi un honneur de partager la scène avec un chirurgien qui a opéré Neymar, qui a opéré notre capitaine Romain Saïs il y a 6 semaines et qui récupère bien. Et je tenais aussi à te remercier, Christophe, pour ta présence avec nous aujourd'hui. Merci. Thank you.